Je m'appelle Maxime. J'ai 26 ans. Je suis le premier de ma famille à obtenir un diplôme universitaire, le premier à décrocher un master, le premier à réussir à quitter notre petite ville de province sans y retourner, et le dernier. À croire qu'il serait fier de moi pour cela. Les réunions de famille ont toujours été bruyantes chez nous. Entre la dinde trop cuite, les avis tranchés. Et quelqu'un qui finit toujours par pleurer avant le dessert. Cette année, c'était moi. Levons nos verres à Jason, a dit mon père en levant sa bière. Au bout de la table. Il a encore été promu. Directeur régional maintenant. Un vrai pro. Tout le monde a applaudi. Mon frère rayonnait. Sa copine se serrait contre lui comme s'il venait de recevoir le prix Nobel de la paix. J'ai forcé un sourire. Félicitations, mec. Jason ne m'a même pas jeté un regard. Pas mal. Pour quelqu'un qui n'a pas perdu son temps à la fac, hein. Des rires ont éclaté. Mon père a frappé la table, manquant de s'étouffer avec sa boisson. Maman a ajouté, tu vois, Maxime, tu aurais pu faire quelque chose de concret. Comme ton frère. Mais non. Des bouquins, des crédits, et quoi? Un certificat? Un master, ai-je corrigé doucement. Elle a fait un geste de la main. C'est la même chose. J'ai fixé mon assiette. La sauce au canneberge semblait avoir plus de dignité que moi. Ma tante Karen est intervenue, bon, c'est quand déjà cette remise de diplôme? Autant en faire un week-end en famille, non. Ma poitrine s'est serrée. Peut-être que c'était le moment. Peut-être qu'il viendrait, juste cette fois. Samedi prochain, ai-je dit, à 14h, à l'université. J'ai déjà envoyé les invitations. Jason a ricané. Attends, tu vas vraiment mettre la toge et monter sur scène? J'ai hoché la tête. Il a regardé mon père. On peut éviter ça? Mon père n'a même pas cligné des yeux. On est occupé. Ne nous attends pas. Le silence. C'était comme si quelqu'un avait aspiré tout l'air de la pièce. Ma mère a piqué un haricot vert comme si de rien n'était. Ce n'est qu'un bout de papier, a ajouté mon père. Tu vas l'accrocher à côté de tes dettes étudiantes? Quelques personnes ont ricané. Pas moi. Ce soir-là, après le dîner, j'ai envoyé un message sur le groupe familial. Juste pour rappeler que la remise de diplôme était le lendemain. Que ça compterait beaucoup qu'ils viennent. Jason a répondu, je te rappelle qu'on est occupé. Ne nous attends pas. Mon père a suivi, je le répète, ce n'est qu'un bout de papier. J'ai fixé l'écran, puis j'ai tapé, d'accord. C'était fini. Pas de dispute, pas de culpabilisation, pas de supplication, juste. D'accord. Je ne le savais pas encore, mais ces deux mots allaient résonner. Plus fort que n'importe quel discours que j'aurais pu prononcer sur scène. Parce que ce qu'ils ont vu plus tard cette nuit-là, ce que le reste du monde a vu, ce n'était pas juste une remise de diplôme. C'était la première fois que je leur montrais ce qu'ils avaient vraiment perdu. Et à ce moment-là, il était bien trop tard. Vous voulez la vérité? J'ai tout payé. Pas seulement mes études. Tout. Le loyer, les courses, les réparations de voitures, les factures de téléphone. L'opération dentaire de ma mère, l'assurance du camion de mon père, les dettes. De jeu de Jason, 2 fois. J'avais 19 ans quand j'ai pris mon premier boulot de nettoyage de nuit dans une clinique tout en suivant ma licence. Je rentrais à 3 heures du matin, sentant le désinfectant et le désespoir, et je me levais quand même. Pour mes cours de 8 heures. Pendant ce temps, Jason traversait la vie en faisant la fête, vivant au crochet de nos parents, se faisant passer pour un entrepreneur. Sa start-up? Vendre des fausses chaussures sur Instagram et me supplier de financer son projet, juste cette fois.
La première fois qu'il a demandé, il a pleuré, disant, frérot, t'es mon seul espoir. La deuxième fois, il a menacé, tu me dois bien ça pour tout ce que j'ai fait pour cette famille. Qu'avait-il fait? Personne ne pouvait répondre. Mais quand j'ai dit non, juste une fois, maman est intervenue, Maxime, ton frère a besoin de soutien, pas de jugement. Tu n'es pas meilleur que lui. Et mon père, il m'a regardé et a dit, si tu peux payer pour tes études, tu peux aider la famille. La famille. C'est ce qu'il me jetait au visage à chaque fois que je disais que j'étais épuisé. À chaque fois que je disais que je ne pouvais pas me le permettre. À chaque fois que je disais que je sombrais. Le sang appelle le sang. Il ne voyait pas mes découverts, les repas sautés, les nuits passées à la bibliothèque jusqu'à la fermeture parce que je ne pouvais pas payer le chauffage. Il s'en fichait parce que j'étais celui qui réussissait, celui qui se débrouille toujours. Je me souviens quand j'ai enfin obtenu une bourse de recherche pendant mon master. 3200 € pour le semestre. J'étais aux anges. J'ai appelé maman, lui disant que je pouvais enfin réduire mes heures à la clinique et me concentrer sur ma thèse. Sa réponse, c'est génial, mon chéri. La voiture de Jason vient de lâcher. Tu peux lui envoyer quelque chose? J'ai hésité. 2 secondes. C'est tout. Elle a soupiré, Maxime, ne sois pas égoïste. C'est ton frère. C'était toujours le même refrain. Et si je répliquais, oh, tu te crois supérieur maintenant? N'oublie pas d'où tu viens. L'université, ce n'est pas la famille. Chaque fois que je gravissais un échelon, il me tirait par la cheville. J'ai quand même essayé. Dieu sait que j'ai essayé. J'ai fait les courses quand maman a été licenciée, payé l'électricité quand ils ont été coupés, envoyé de l'argent quand le business de mon père s'est révélé être une pyramide de Ponzi. Et Jason, le frère prodige, continuait de marcher comme si la vie était un tapis rouge déroulé rien que pour lui. Il trouvait un nouveau job, dîner de famille. Il faisait une nouvelle vidéo Instagram, explosion sur le groupe. Moi, je publiais dans une revue scientifique, Silence Radio. Quand j'ai envoyé les faire-part de diplôme. J'ai même ajouté un mot, je sais qu'on a eu nos hauts et nos bas, mais c'est important pour moi. J'adorerais que vous soyez là. Mon père ne l'a jamais ouvert. Maman a dit qu'elle avait égaré le sien. Jason a renvoyé un mème d'un type qui dort pendant un cours. J'ai ri. Je devais bien le faire, quelle était l'alternative? Pleurer sur ma thèse? Je me disais, ils viendront. Quand ça compte, ils seront là. Mais à mesure que le jour approchait, les choses ont empiré. Jason m'a demandé si je pouvais encore l'aider pour son loyer. J'ai dit non. Il m'a ignoré. Maman a appelé quelques jours plus tard, ton frère traverse une période difficile. Tu ne peux pas faire un effort? Maman, j'ai mes propres factures. Tu as toujours été bon avec l'argent. J'ai 78 000 € de dettes étudiantes. Arrête d'être dramatique. C'était leur mot préféré, dramatique. J'étais dramatique quand je leur demandais de ne pas poster de photos au casino en me disant qu'ils n'avaient pas d'argent pour l'essence pour venir me voir. Dramatique quand je demandais pourquoi Jason avait mon ordinateur, celui que j'avais mis 3 mois à payer, et que maman disait qu'il en avait plus besoin que moi. J'étais dramatique quand j'ai découvert que mon père avait puisé dans mon fonds d'études dans mon dos pour rembourser sa carte bleue. Le sang aide le sang, disait-il encore. Pas d'excuse, juste une exigence. Alors, quand je me suis assis à cette table de famille, entouré de leur toast pour tout le monde, promotion, fiançailles, régime, je n'étais pas choqué que personne ne mentionne mon diplôme. Mais ça faisait mal.
Ça faisait mal que la petite amie de Jason reçoive un gâteau d'anniversaire, alors que je n'avais même pas droit à un « on est fier de toi ». Ça faisait mal que j'ai apporté une invitation imprimée, liée avec un ruban doré, et que maman les laissait traîner sur une pile de vieux coupons et de courriers non ouverts. Ça faisait mal de devoir le rappeler sur le groupe. Et ça faisait encore plus mal quand ils ont répondu « Jason, on est occupé. Ne nous attends pas. Papa, ce n'est qu'un bout de papier. » Et j'ai tapé « D'accord. » Mais ce soir-là, cette nuit-là précisément, ils ont vu quelque chose auquel ils n'étaient pas préparés. Parce que pendant qu'ils étaient occupés à regarder les exploits de Jason au beer pong, mon nom était en tendance. Quelqu'un avait filmé ma présentation de recherche 2 semaines plus tôt. Je ne le savais même pas. Mais c'était devenu viral. Un étudiant expliquant la modélisation climatique. Avec des mots simples, faisant rire, pleurer et applaudir toute la salle. Ça a atteint le 1 million de vues en 24 heures. Puis l'université a publié l'annonce de mon discours. Puis une chaîne de télé locale a couvert l'événement. Puis leurs téléphones ont explosé. Je n'ai même pas eu besoin de dire un mot. Le monde regardait enfin, et eux aussi. Le premier appel est arrivé à 19h12. Je n'ai pas décroché. Deuxième appel, 19h14. Troisième, 19h15. À 19h23, j'avais 15 appels manqués. Quand j'ai mis mon téléphone en mode avion, le compteur affichait 31 et je savais pourquoi. Ce soir-là, mon discours de remise de diplôme est devenu viral. Pas juste quelques partages, pas juste une vidéo floue. Complètement viral. Quelqu'un dans l'assistance avait enregistré tout le discours, caméra tremblante et tout, et l'avait posté sur TikTok avec la légende « Ce type vient de faire pleurer toute la salle ». Un étudiant de première génération qui raconte avoir tout fait seul. En moins de 2 heures, ça avait fait 400 000 vues, à minuit, 3,6 millions. Je ne savais même pas que c'était arrivé jusqu'à ce qu'un camarade m'envoie le lien avec 3 mots, frérot, t'as tout cassé. Quand j'ai ouvert la vidéo, je me suis à peine reconnu. J'étais là, debout au pupitre, la voix tremblante mais les yeux fixés sur la foule. Aux étudiants qui sont arrivés ici sans parents pour applaudir à chaque étape. À ceux qui ont payé leurs frais de scolarité avec des petits boulots, des prêts et de la persévérance. À ceux qui se sont élevés tout seuls et ont quand même choisi la gentillesse. Vous avez réussi. Vous méritez d'être vus. Les applaudissements. L'ovation debout, les larmes dans les yeux des gens. Je n'avais rien planifié. J'ai juste parlé depuis ma blessure, et cette blessure, celle qu'ils avaient creusée chaque année, avait fini par saigner quelque chose de plus grand que moi. J'ai ouvert mes messages privés. Des centaines d'inconnus. Des gens disant que je leur rappelais leur propre douleur. Des messages comme « je pleure ». C'était mon histoire aussi. Mon père disait aussi que mon diplôme ne servait à rien. Tu m'as fait me sentir exister. Et puis le téléphone a recommencé. Sonnerie. Vibration. Maman. Papa. Jason. Tante Karen. Même la copine de Jason. Le groupe familial s'est illuminé comme une forêt en feu. Maman, Maxime, mon cœur, pourquoi tu ne nous as pas dit que le discours serait public? Papa. Tu aurais pu nous prévenir. On serait venu si on avait su que c'était important. Jason, yo frérot, je vais pas mentir, c'était le feu. Tu peux taguer ma page pro sur ton post? La visibilité est très grave là. Tante Karen. Je viens de voir ta vidéo. Fier de toi, même si on n'a pas pu être là. Peut-être la prochaine fois, prévois ça pendant les vacances. La prochaine fois. Je venais de clore le plus grand chapitre de ma vie sans eux dans l'assistance, et il voulait une prochaine fois.
Puis Jason a tweeté. La famille n'a pas toujours besoin d'être là pour t'aimer. Certains d'entre nous soutiennent de loin. Avec un selfie, sur le canapé, une bière à la main. J'ai fixé l'écran, et quelque chose en moi s'est brisé, pas bruyamment, mais nettement, comme un fil qui lâche après des années de tension. J'ai ouvert le groupe familial, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas adouci mes mots. Je n'ai pas enrobé la vérité dans la politesse. J'ai fait tomber le masque. Vous voulez tous savoir pourquoi je ne vous ai pas dit que le discours deviendrait viral? Parce que je ne pensais pas qu'il le serait. Parce que je l'ai écrit seul, pour des gens comme moi, pas des gens comme vous. Des bulles de messages apparaissaient. Je les ai ignorés. Maman, tu as traité ma thèse de simple passe-temps. Papa, tu as dit que le diplôme n'était qu'un bout de papier. Jason, tu as emprunté mon ordinateur et ne l'as jamais rendu. Tu as pris 600 € pour le loyer et les as dépensés au casino. Et quand j'ai dit que je ne pouvais plus envoyer d'argent, tu m'as ghosté. Mais maintenant que 3 millions de personnes applaudissent, vous voulez être fiers? Vous n'étiez pas là quand je pleurais à 3 heures du matin en écrivant ma thèse. Vous n'étiez pas là quand mon frigo était vide pendant une semaine et que je vous disais que tout allait bien. Vous n'étiez pas là quand j'ai soutenu ma thèse alors que tout ce que je voulais, c'était un texto disant « On est fier de toi ». Silence. Puis, mon père a répondu « Tu n'avais pas besoin de partager tout ça en ligne. » C'est gênant. J'ai fixé son message. Pas de « Tu as raison ». Pas de « Je suis désolé ». Pas de « On aurait dû être là ». Juste « Tu nous fais passer pour des moins que rien ». J'ai tapé « Amusant ». J'ai passé des années à essayer de ne pas vous faire passer pour des moins que rien. J'ai sauté des thérapies. J'ai menti à mes amis. J'ai inventé des excuses pour justifier pourquoi j'envoyais de l'argent chaque mois comme si c'était un loyer. Je vous ai tout donné. Et pourtant, ça n'a jamais été assez. Puis j'ai envoyé le dernier message, si j'avais de l'importance quand personne ne regardait, vous seriez venu. Ne faites pas semblant maintenant. Je ne suis pas là pour améliorer votre image. Je ne suis pas votre validation. Je ne suis pas votre portefeuille. Je ne suis pas votre bouc émissaire. J'ai terminé. Un par un, les accusés de lecture sont apparus. Maman a lu. Papa a lu. Jason a lu. Karen a quitté le groupe. Mon téléphone a recommencé à vibrer. Cette fois, un appel de maman. J'ai décliné. Elle a rappelé. Et encore. J'ai éteint le téléphone. Je suis sorti. Il faisait froid. La brise de décembre traversait mon sweat à capuche. Mais je me sentais plus chaud que je ne l'avais été depuis des mois. Plus de silence. Plus de « ne fais pas de vagues ». Plus besoin d'avaler ma rage pour garder la paix dans une guerre que je n'avais jamais commencée. Il pouvait appeler. Il pouvait être furieux. Il pouvait sangloter. Mais la porte était fermée. Et cette fois, pour de bon, je ne les ai pas bloqués. Cela aurait été trop indulgent. Non. Je les ai mis en sourdine. J'ai laissé le silence parler de lui-même. Pour regarder leurs messages flotter dans le vide. Pour m'asseoir dans la fosse qu'ils avaient creusée pour moi et sentir ce que ça fait d'être invisible. Parce que pour la première fois de ma vie, je ne mendiais pas d'amour. Je les ai regardés réaliser ce qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Le lendemain matin, mon téléphone s'est illuminé comme un sapin de Noël. 72 appels manqués. 128. Messages non lus. 3 messages vocaux de maman. 5 de papa. Jason, on doit se parler à Zap.
La copine de Jason, Maxime, tu fais du mal à ta famille. Tante Karen, tu es encore en train de dramatiser. Encore. Ce mot. Comme si c'était un crime de ressentir quelque chose. Comme si c'était une faiblesse de crier enfin après 26 ans de silence. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir, fait du café et je me suis assis sur le balcon de mon nouvel appartement. Dernier étage, vue sur la ville, loyer payé, pas de colocataire. Pas de matelas d'occasion, pas de bruit, juste moi, libre. Ce jour-là, j'ai fait quelque chose que je redoutais depuis des années. Je me suis connecté à l'application de la banque et j'ai coupé tous les virements. Le virement automatique mensuel que j'envoyais à maman, terminé. Le compte Netflix sur lequel Jason vivait, bloqué. Le compte Amazon Prime lié à l'email de papa. Annulé. La carte bancaire d'urgence qu'ils empruntaient tous quand ils étaient à court d'argent, fermée. Un par un, j'ai coupé les liens. Clic, clic, clic. Et à chaque email de confirmation, je me sentais plus léger. Puis j'ai créé un autre dossier sur mon ordinateur, reçu. J'ai commencé à tout y glisser. Capture d'écran, historique de virement, texto, le PDF de la reconnaissance de dette. De papa qu'il m'avait fait signer avant d'en rire. Parce que je savais ce qui arrivait. Ils allaient réécrire l'histoire. Ils allaient dire que je les avais abandonnés, que je n'avais jamais été là, que j'avais changé. Alors je me suis assuré que la vérité était organisée, horodatée et sauvegardée. À midi, ma boîte de réception explosait. Objet, demande d'interview. Objet, invitation à un podcast sur la survie sans soutien. Objet, TEDx intéressé, merci de répondre. Objet, article de fond, le diplômé viral qui a dit ce que nous ressentions. Tous. J'avais peur, mais je n'étais plus un petit garçon. J'ai envoyé une réponse, oui, mais je ne parle qu'à une condition. Cette histoire ne parle pas de réconciliation. Elle parle de libération. L'éditeur a répondu en 5 minutes, parfait. C'est exactement ce dont les gens ont besoin en ce moment. Ce soir-là, j'ai posté une photo sur Instagram. Juste moi, debout dans mon appartement, tenant mon diplôme d'une main et une tasse de café de l'autre. Le soleil entrait, la paix sur mon visage. Légende, pour chaque personne qui a obtenu son diplôme seul, ceci est pour vous. Pour chaque personne qui a nourri sa famille avant de se nourrir elle-même, ceci est pour vous. Pour chaque personne qui a dû devenir son propre parent, son propre supporter et son propre filet de sécurité, ceci est pour vous. Vous n'êtes pas trop. Vous êtes enfin assez pour vous-même. 120 000 likes, 12 000 partages, des centaines de commentaires d'inconnus qui se sentaient enfin vus. Et quelque part dans cette mer d'amour, un commentaire m'a glacé, Jason, fier de toi, frérot. Même si on n'a pas toujours été au top, on a une histoire. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai vu. Et c'est tout ce qu'il aurait. Une vue. Quelques heures plus tard, un message de maman. Pas d'excuses, juste, on est une famille. On ne devrait pas se disputer comme ça publiquement. Comme si elle n'avait pas été celle qui avait dit, ce n'est qu'un bout de papier. Comme s'il n'avait pas manqué ma remise de diplôme pour regarder un match de foot et manger les restes de dinde. Elle a continué, les gens parlent. Je reçois des messages. Ta tante a dit que ses collègues ont vu ta vidéo. J'espère que tu es fier. Je l'étais. Bien plus qu'elle ne l'avait jamais été de moi. J'ai fermé le message. Je n'ai pas répondu. Ce week-end-là, j'ai reçu une invitation à parler lors d'une conférence pour les jeunes. Voyage, cachet, hôtel, tout était payé. Dans l'avion, j'ai fait défiler mon vieil album photo.
Les anniversaires où je cuisinais mon propre gâteau, les bulletins scolaires sans personne à qui les montrer, ma lettre d'admission pliée dans un tiroir. Et maintenant, moi. Volant. En première classe dans un costume acheté avec mon propre argent pour parler à des jeunes qui se sentaient aussi perdus que moi autrefois. Pendant les questions-réponses, une jeune fille a levé la main, est-ce que tu souhaites parfois qu'il soit là pour voir ça? J'ai fait une pause, et j'ai dit la vérité, ils ont tout vu. Ils n'ont juste pas regardé. Et maintenant, ils peuvent regarder depuis la touche. Mais je ne joue plus pour eux. La salle est devenue silencieuse. Puis quelqu'un s'est levé. Puis un autre. Puis des applaudissements qui ne semblaient pas polis. Ils semblaient réels. Après l'événement, j'ai reçu un autre texto de Jason, on devrait déjeuner un d'eux. C'est 4. Vider son sac. La famille, c'est tout ce qu'on a, non? J'ai ri. Aux éclats, puis je l'ai supprimé sans lire le reste, parce que non, la famille n'est pas tout ce qu'on a. Parfois, tout ce qu'on a, c'est nous-mêmes, et c'est largement suffisant. Cela fait 4 mois depuis que j'ai envoyé, c'est ma remise de diplôme demain. Cela signifierait beaucoup que vous soyez là. 4 mois depuis que Jason a répondu, on est occupé. Ne nous attends pas. Depuis que papa a dit, ce n'est qu'un bout de papier. Depuis que j'ai répondu, d'accord. Depuis que j'ai lâché prise, pas seulement des attentes, mais de je ne m'attendais pas à ce que la paix soit si silencieuse. Pas le genre de silence quand quelqu'un vous ghoste. Pas le vide de l'indifférence, mais le calme profond et ancré qui vient quand il n'y a plus rien à prouver. Plus besoin de surveiller le groupe familial. Plus besoin de répéter comment demander une gentillesse de base. Plus besoin de surexpliquer jusqu'à l'épuisement. La maison dans ma tête, celle que je louais à leur voix, est enfin vide. Et je reconstruis. D'autres pièces, d'autres fenêtres. Plus de portes dérobées pour que la culpabilité s'y glisse. Mes matins commencent maintenant avec de la musique, pas de tension. J'allume une bougie, je fais du café, je m'assois sur mon balcon pieds nus et je respire. Je tiens un journal. Pas pour ressasser. Mais pour me souvenir de ce que j'ai survécu, de ce que j'ai donné, de ce que j'ai récupéré. Et récemment, quelque chose d'étrange a commencé à arriver. Les gens me contactent. Des inconnus. Ils me traitent de courageux. Ils disent que mon histoire les a aidés à couper les ponts. À sortir du sable mouvant. Émotionnel de la culpabilité et de la manipulation. Une femme de Nouvelle-Zélande a écrit, j'ai vu ta vidéo. J'ai quitté la maison de mes parents ce soir-là. J'ai pris mon enfant. On est en sécurité maintenant. Un lycéen m'a envoyé un DM, ma mère disait toujours que l'université, c'était stupide. J'ai postulé quand même. Je lis ton histoire chaque fois que je veux. Abandonner. Ils ne cherchent pas un sauveur. Ils cherchent une permission. Et je la leur donne à 2 mains, parce que personne ne me l'a jamais donnée. Je croyais autrefois que la guérison ressemblait à un montage de film, des amis souriants, du succès, tout propre et brillant. Mais la guérison est désordonnée. C'est supprimer sa propre famille sur Instagram. C'est sauter les fêtes de famille et ressentir ce mélange de deuil et de soulagement. C'est rouvrir de vieilles blessures juste pour les désinfecter correctement cette fois. C'est faire le deuil de personnes qui sont encore en vie. Mais dans ce deuil, il y a de la magie. Le genre de magie qui fait de la place pour le meilleur. Le genre qui crée de l'espace pour les gens qui disent « Je te vois. Tu n'es pas trop. Tu n'as pas à mériter le repos. » Il y a quelques semaines, j'ai croisé ma prof de lycée dans une librairie. Elle m'a reconnu grâce à l'article. Tu as
Toujours eu cette étincelle, a-t-elle dit. À l'époque, il manquait juste d'oxygène. Cette phrase est restée avec moi, parce que pendant des années, j'ai essayé de briller dans une famille qui étouffait la flamme. Maintenant, je suis enfin libre, vivant selon mes propres termes, et ils le savent. Ils prennent leur distance maintenant, mais je vois les likes sur mes posts. Je vois quand maman rôde depuis son compte secondaire, quand Jason partage des même sur les bâtères, et je m'en fiche. Je n'attends pas de remords de gens qui ne peuvent pas reconnaître leur propre cruauté. Mon pardon n'est pas une clé qu'ils peuvent demander, parce que ce n'était pas une porte à laquelle ils ont frappé en premier lieu. Le pardon, pour moi, est interne. C'est dire, vous êtes arrivé, et je suis arrivé après vous. C'est assez. Ce matin, j'ai croisé une mère et son fils dans le parc. Il avait peut-être 7 ans. Il lui a montré un bâton, et elle a dit, « C'est incroyable, mon chéri. » Et j'ai senti quelque chose basculer. Ce n'était pas de la jalousie. Ce n'était pas de la douleur. C'était l'espoir que peut-être, à un moment donné, les cycles peuvent se briser. Que peut-être toutes les familles n'étouffent pas l'étincelle. Que peut-être un jour, je construirai la mienne sans honte transmise comme des héritages. Pas de manipulation déguisée en amour. Juste de la vraie chaleur. Méritée, protégée, due. En attendant, je continuerai à me choisir. Chaque jour. Plus fort, plus clair, sans excuse. Parce que s'en aller n'est pas une fin. C'est la porte de la maison. Et cette fois, j'ai les clés.